clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans cette bonne vieille ville du Havre, une véritable découverte, une surprise, un étonnement, un sentiment de perspective et d'horizon quand on arrive aux abords de cette ville. Voilà, nous déposons nos bagages avec notre petite caravane d'artistes de la radio et de la télévision avec mon ami Olivier Marin, rédacteur en chef immobilier du Figaro. Bonjour Sylvain. Comment ça va Olivier ? Très bien, très heureux d'être ici et au nom de Figaro Immobilier de poursuivre cette 3e saison des Clés de la Ville avec un grand plaisir. Toujours le même principe, on le rappelle, qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises, on parle immobilier, on parle logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi de nouvelles façons de vivre et d'habiter. On le verra à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir découvert Reims, Nice, Metz et Amiens, eh bien, nous sommes au Havre. Depuis le magnifique musée d'art moderne André Malraux, reçu par notre grand témoin, que nous sommes très heureux d'accueillir ici, Jean-Baptiste Gastine, premier adjoint au maire chargé de l'urbanisme et de l'environnement. Bonjour. Bonjour à tous les deux et bienvenue au Havre, dans cette ville qui en effet est une ville à nul autre pareil, très singulière, ouverte sur le grand large, une ville maritime, mais une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'œuvre de la reconstruction d'Auguste Perret. Bienvenue au Havre. Merci beaucoup. Merci. Et au programme, donc, nous retrouverons nos partenaires. Tout d'abord, la séquence La vie ensemble avec notre partenaire Nexity. On recevra Jean Malo-Percevaux, directeur général promotion Normandie Nexity. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Maître François Gillot, notaire, au Havre. Il nous dressera un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix et des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Comme toujours, Arkea, entreprise institutionnelle, nous accompagnera pour la séquence Parlons Territoire. Aujourd'hui, Jean-Pierre Niot, directeur général d'Alcean, sera à nos côtés. Et puis on évoquait les conseils. Plus que jamais, on en a bien besoin à l'heure où l'on parle tant de sobriété, de rénovation énergétique dans les logements. Elio, spécialiste de la rénovation, sera présent avec Claire Gagnère, secrétaire générale d'Elio, pour nous éclairer sur les bonnes pratiques. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Le Havre, l'édito, c'est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre bonne vieille ville du Havre. Merci monsieur le maire de nous accueillir. C'est une ville dont vous êtes aujourd'hui le premier adjoint, vous êtes en charge de l'urbanisme notamment. Et nous avons noté un léger paradoxe, monsieur le maire, concernant votre ville du Havre. Si vous êtes appelé en matière de football le club doyen, l'histoire de la ville est plutôt récente. Quand on la compare bien sûr à l'histoire de France. Oui, le Havre est assez jeune. C'est même à François Ier qu'on la doit, puisqu'elle est fondée le 8 octobre 1517. La ville est créée alors que les échanges commerciaux sont en hausse, que le port d'Harfleur subit un ensablement et que les Anglais sont menaçants. Ils l'ont souvent été quand même, les Anglais menaçants. François Ier, roi de France et de Navarre, signe une charte de fondation du port, Havre de Grâce, dont les plans sont confiés au vice-amiral Guyon-le-Roi. Il faut imaginer à l'époque un terrain marécageux au bord de l'estuaire de la Seine, sujet souvent aux tempêtes. Un terrain au départ peu accueillant, mais les premiers navires rentrent au port du Havre en octobre 1518, soit un an plus tard, après la fondation de la ville. En 1520, le roi se déplace en ville du Havre et lui donne ses propres armoiries, une salamandre, connue pour le roi François Ier, un animal que l'on pense indestructible, et la devise « Nutrisco et extingo », pardonnez-moi l'accent peu latiniste, je nourris et j'éteins. Le Havre occupe une place stratégique et a deux objectifs, défendre le royaume de France bien sûr et développer surtout le commerce maritime. Le premier quartier de la ville à se développer est le quartier Notre-Dame autour de son port. Au fur et à mesure des siècles, la ville va se développer tout en protégeant et en se protégeant des agressions extérieures, pour la plupart, encore une fois, anglaises. Au XIXe siècle, le plan Lamandé permet à la ville du Havre de s'étendre du nord à l'est de l'enceinte initiale. L'activité du port
est croissante, elle est même exponentielle, favorisée par l'arrivée du chemin de fer notamment en 1847 et la construction des docks d'entreposage en 1852. Le Havre va absorber ses communes voisines d'Ingouville, du Bassan-Vic et de Graville-l'Eure, faisant sauter l'enceinte des fortifications pour mieux s'étendre. La seconde moitié du 19e siècle est une période faste pour la ville. Elle connaît un véritable boom économique et une industrialisation rapide. Ça a un peu fait sa légende au 19e siècle. Les grandes lignes transatlantiques à destination notamment de New York partent d'ici, du Havre. Le tramway fait son apparition dans les rues et la ville va continuer de se développer. En 1919, l'annexion de Granville-Sainte-Honorine permet au Havre de doubler quasiment sa superficie. Le port va se moderniser. Au fur et à mesure de ces agrandissements, il va se tourner vers la pétrochimie, le commerce du café, du coton. Le tourisme aussi fait son apparition dans une ville qui va devenir une station balnéaire et une destination prisée des Parisiens à partir de la monarchie de Juillet. Mais le Havre va être malheureusement fort impacté par la guerre, notamment la Première Guerre mondiale, qui a fait ici un lourd bilan humain, même si la ville est épargnée des destructions massives grâce à sa position qui était loin du front. Durant la Grande Guerre, le Havre fut surtout un lieu de production massive de munitions, a accueilli le gouvernement belge en exil. Ironie de l'histoire, le Havre sert également de base arrière à pratiquement 2 millions de soldats britanniques qui y sont passés. L'entre-deux-guerres impacte le Havre d'un point de vue économique. L'inflation fait mal et va ruiner de nombreux rentiers. La ville est devenue à majorité ouvrière et les grèves sont légion. Les ports du nord de l'Europe commencent à concurrencer celui du Havre et l'activité économique commence déjà à ralentir. La Seconde Guerre mondiale va donner un coup fatal à l'architecture de la ville. Les Allemands comprennent vite l'intérêt stratégique du Havre, provoquant un exode massif des populations, juives notamment, et de nombreuses restrictions pour la population restante. Le Havre fait partie intégrante du fameux mur de l'Atlantique et comprend sa ligne de blockhaus, la fameuse Festung Le Havre. Alors que la libération se propage dans tout l'Hexagone, une poche de résistance allemande dans la ville va entraîner son bombardement massif par les Anglais. Nouvelle ironie de l'histoire, les anciens quartiers historiques seront détruits et la ville doit être reconstruite. Et c'est à l'architecte Auguste Perret qui en est chargé, un des premiers techniciens spécialisés en béton armé. Sa reconstruction du centre-ville va privilégier la circulation. On en a parlé tout à l'heure de l'espace, notamment de la lumière. C'est même une première en matière d'urbanisme. Aujourd'hui, c'est même enseigné dans les écoles. On parle d'Auguste Perret. Elle sera d'ailleurs également inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO en 2005. Le Havre va continuer son expansion, va annexer Biéville, Sambic, puis s'urbanisme de manière très intense avec la mise en circulation du tunnel Génère qui va relier la ville haute à la ville basse. L'inauguration en 1982 du Centre culturel international Oscar Niemeyer va achever en quelque sorte cette période de reconstruction et de développement économique. Entre-temps, la ville sera étendue une dernière fois avec l'annexion en 1973 de Caux-Crayoville et de Rouelle au nord-est. L'activité économique du port va demeurer. Elle a été quand même plutôt bien mise à mal depuis les 30 Glorieuses. Elle est renforcée par la création du port 2000 et un statut de port majeur pour le trafic de conteneurs et par le lancement en 2012 d'Aropa Port, qui est un groupement d'intérêt, comme vous le savez, qui regroupe les ports de Paris, de Rouen et du Havre. Oui, depuis la fin des 30 Glorieuses, la ville est marquée par une désindustrialisation, un recul relatif du commerce et une constante baisse démographique. On va en parler avec vous, monsieur le maire, tout à l'heure. Le Havre a longtemps semblé avoir du mal à maintenir sa place dans une compétition économique internationale de plus en plus farouche, mais plus que jamais, l'attractivité du Havre est au cœur des enjeux, au cœur de vos enjeux. Comment devenir une métropole maritime et durable au XXIe siècle ? Réponse avec vous, monsieur le maire, mais je vous propose dans un premier temps de découvrir un très joli reportage qu'on a tourné sur votre ville hier et il faisait un temps superbe. On le découvre. Bienvenue au Havre, porte océane de la France, un surnom qui symbolise à merveille le pont que fait la ville entre la cité. Le Havre est indissociable de la mer, en témoigne la porte océane à l'extrémité nord du centre-ville, symbole du passage entre le monde marin et le monde terrestre. On peut schématiquement distinguer 5 grandes périodes. Tout d'abord, 1517, c'est la fondation de la ville, c'est une fondation royale, c'est François Ier qui décide de fonder un port à cet endroit-là. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous tremper les pieds sur la plage du Havre, longue de 2 km, elle fait le bonheur des locaux comme des touristes. Et il s'est avéré qu'ici,
on a remarqué que la tenue de pleine mer était de plus de 2 heures, ce qui permettait en une escale assez courte de charger et de décharger les bateaux. Et c'est un atout qui est toujours exploité aujourd'hui. Où que vous déambuliez dans le Havre, vous verrez, entendrez et constaterez l'activité incessante de son port. Second port de France, premier port pour le commerce extérieur et 5e port européen. Il a placé à lui seul la ville du Havre sur la carte du monde. Admirez en entrant dans la zone du centre-ville le bassin du Roi, situé à l'endroit même des premières fondations de la ville et du port sous François Ier. Donc autour de ce bassin, de ce premier port, on va associer rapidement 2 quartiers, qui est le quartier Notre-Dame, qui va être très rapidement marqué par le clocher d'une église qu'on voit encore aujourd'hui, qui est le clocher de la cathédrale Notre-Dame, qui est construit à la Renaissance. Et puis le quartier Saint-François, la ville va s'emballer, le développement urbain et portuaire de la ville va complètement se développer sur toute la plaine alluviale. Et puis les populations vont suivre, s'installer dans l'Est, mais aussi sur la côte et sur le plateau. La gare jouxte les docks Vauban, enchevêtrement de docks dont la construction a débuté en 1846 pour s'achever en 1884. Le centre commercial a été réinauguré en 2009. À l'époque, le choix a été fait d'en faire un lieu de commerce et de loisirs. Pour la première fois, dans cette ville, on réhabilité un bâtiment historique pour y accueillir des enseignes de mode, des enseignes de loisirs, de la restauration. Ce qui jusque-là était une nouveauté au Havre, puisque ce bâtiment n'avait pas été exploité depuis son histoire originelle de stockage. Alors aujourd'hui, effectivement, on est au cœur d'un quartier qui évolue énormément. On est dans une ville qui est très dynamique, dans laquelle il y a énormément de projets et on a vocation à devenir ce lieu de vie, à devenir ce lieu où tout autour, les habitants vont pouvoir se retrouver. Les docks ont survécu au bombardement intense de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, qui coïncide donc avec une période de bombardement. Dès 1940, la ville est occupée et bombardée. En allant vers l'ouest, nous rentrons dans la zone du centre-ville, ou quartier Perret, entièrement reconstruit par l'architecte star Auguste Perret au sortir de la guerre. Et donc, il y a un bombardement massif qui est décidé, qui a lieu les 5 et 6 septembre 1944. Et donc là, tout le centre économique, politique, résidentiel, historique de la ville disparaît. Et comme c'est vraiment une ville portuaire très importante pour la France, le ministère de la Reconstruction décide de choisir un architecte d'envergure internationale pour la reconstruire. Donc un architecte qui est Auguste Perret, qui a une très grande expérience du béton armé et qui est surtout entouré d'une équipe d'architectes qui vont pouvoir mener ce grand projet avec lui. Et donc entre 1945 et 1944, la ville va être reconstruite. Celui-ci imagine alors une ville aux espaces larges qui privilégie la circulation et la lumière. Mission accomplie avec la création de cet ensemble urbain inscrit depuis 2005 sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a marqué un jalon majeur dans le changement d'image de la ville, qui était essentiellement considérée comme une ville industrielle, une ville portuaire, et on faisait peu attention à son architecture unique et tout à fait exemplaire de l'après-guerre en Europe. À quelques pas de là, plus au nord, visitez l'église Saint-Joseph du Havre, phare au cœur de la ville. L'édifice est un véritable emblème du Havre reconstruit. Sa tour lanterne culmine à 107 mètres de hauteur, surplombant une église construite en béton armé. Bon séjour dans la ville 5 fois centenaire, porte défensive de Paris, ville aux 1000 cheminées et métropole d'un peuple de la mer. Bienvenue au Havre. Applaudissements pour Alexandre Burkhardt qui a réalisé ce reportage magnifique. Alexandre, t'es au top, comme d'habitude. Merci, de très très jolies villes. Et merci encore une fois, monsieur le maire, de nous accueillir ici. Quelques mots sur les images qu'on a tournées hier sur votre très jolie ville. D'abord, je me joins à vos applaudissements parce que les images sont magnifiques. Il faut dire qu'il faisait un temps exceptionnel hier. On a quasiment le même aujourd'hui. On a eu le même lundi, en tout début de semaine. Mais je voudrais vous féliciter vous aussi parce que vous avez raconté l'histoire du Havre et des 5 siècles d'histoire du Havre en peut-être 3 minutes, et j'aurais pas fait mieux.
Et j'aurais pas fait mieux. C'est Et gentil. pourtant, en plus d'être en charge de l'urbanisme ici au Havre, je suis professeur d'histoire et j'ai écrit 2 livres sur l'histoire du Havre. Et j'aurais pas fait mieux que vous pour retracer ces 5 siècles d'histoire du Havre. En tout cas, vraiment merci, et merci aussi à vos équipes de nous laisser la possibilité de tourner nos émissions dans des lieux emblématiques, parce qu'ici on est dans un lieu magnifique. Je voudrais remercier également Anne-Sophie Bertrand et Clémence Grégoire qui se sont prêtés à l'exercice du reportage. Merci à elles. Ce musée, monsieur le maire, a été inauguré par André Malraux lui-même en 1961. Et il reflète également une architecture extraordinaire. C'était d'abord un musée et maison de la culture, hein, c'est les deux mélangés. D'ailleurs, ça existe toujours, cette dimension de la maison de la culture. Et ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous le savez, mesdames et messieurs, mais vous le savez, puisqu'il y a beaucoup d'Havrais parmi nous, c'est un des plus grands fonds d'art moderne en Europe aujourd'hui. C'est juste exceptionnel. Oui, c'est le deuxième après celui du musée d'Orsay et le premier du coup en province. Ensuite, on a le MUMA du Havre. Exactement, exactement. Donc on a des collections tout à fait exceptionnelles de la fin du 19e et du début du 20e qui correspondent aussi, et c'est pas un hasard, à l'apogée de l'histoire du Havre d'une certaine manière. Pas l'apogée, c'est beaucoup, mais en tout cas une période de grande prospérité, de dynamisme économique, portuaire, industriel. Et d'ailleurs, beaucoup des collections qu'on a ici viennent des collections des négociants du Havre de cette époque. Alors, monsieur le maire, nous allons, comme d'habitude, et c'est la tradition, commencer à entrer dans le vif du sujet pour parler de l'habitat. L'habitat, comme vous le savez, et vous en êtes le spécialiste, et en plus vous avez cette dimension d'historien, est un marqueur social. Vous savez, elle définit l'identité sociale dans la cité. Quand on parle d'urbanité aujourd'hui, on ne parle pas de l'urbanité parce qu'on est uniquement en ville, on parle d'urbanité à partir du moment où on est dans un milieu collectif, où on a mutualisé des moyens de culture, des moyens de loisirs, des moyens économiques. Et c'est de ça dont on va parler dans votre ville. Et ce que je vous propose, c'est que la première question, comme il est d'usage dans notre émission, se soit posée par un grand spécialiste de l'immobilier français, notre ami Olivier Marin. Merci. On va peut-être justement voir le logement, l'habitat à travers ce que vous connaissez bien, c'est l'urbanisme. Il y a ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole qui se construit actuellement avec les habitants, avec les acteurs locaux. Il y a une démarche de concertation préalable en cours. Des ateliers grand public sont organisés pour partager les expériences de chacun, donner donc son avis sur la ville du Havre de demain, avec des questions toutes simples et concrètes. Comment construire? Où construire? Quel type de construction? Pour quels usages? Comment préserver les espaces naturels? Comment mieux protéger les espaces agricoles? Quelles sont en fait les grandes lignes de ces ateliers et surtout quels sont les enjeux en termes d'aménagement? Les enjeux sont considérables et c'est un travail qui est plus près du début que de la fin. Mais on l'a déjà entamé il y a près d'1 an. Il va aboutir d'ici 2 ans à peu près. 2 ans, oui. Voilà, donc on a encore beaucoup de travail et du coup, évidemment, c'est un travail que l'on fait avec tous les habitants qui s'intéressent à ces sujets-là et qui partagent ces enjeux. Il y a évidemment un enjeu de gestion économe du foncier. Tout le monde sait qu'on ne peut plus étaler les villes comme on l'a fait pendant 50 ans en France, en s'appuyant sur l'automobile et en allant toujours plus loin des centres-villes. Donc, pour la ville-centre qu'est Le Havre, dans cette agglomération, il y a un enjeu peut-être de redensification, d'intensité urbaine de plus en plus importante pour donner du sens, je crois, à la vie en centre-ville, en ville-centre et en centre-ville, mais en ville-centre. Et permettre peut-être de développer des activités et toutes les fonctions d'une ville, loisirs, développement économique, habitat, mais en arrêtant de consommer et d'artificialiser des espaces agricoles ou des espaces naturels autour de la ville. Donc il y a cet enjeu-là. Il y a aussi l'enjeu évidemment de permettre au Havre de continuer à développer ses activités économiques, portuaires, logistiques. On est une ville portuaire, industrielle, logistique. Et donc beaucoup de quartiers du Havre sont des quartiers où s'entremêlent la fonction habitat et la fonction économique, industrielle et même parfois logistique. Et donc il y a des enjeux très très importants. Ça concerne surtout le Havre Sud, c'est-à-dire les quartiers les plus proches des activités portuaires. Il y a l'enjeu de l'urbanisme et de l'environnement, de la qualité de vie, du traitement des espaces. Et on y tient beaucoup. La mobilité, le commerce, la démographie aussi, ça touche. Bien sûr. Là aussi, bien sûr. Donc, rendre compatible le développement d'une ville industrielle, portuaire et logistique
avec le développement d'une qualité de vie qui, je crois, a commencé à être repérée ici au Havre. Ça vous a frappé? C'est la marque de fabrique, et j'allais dire, c'est même une ironie du sort, encore une, parce qu'on n'a pas la même perception. En fait, je le dis puisque je l'ai vécu, on a une perception extrêmement positive, mais de l'extérieur, on voit qu'il y a quand même un chemin à faire pour développer cette attractivité. À l'instar de ce que nous dit Olivier Marin, vous aviez lancé Réinventer le Havre. Vous savez, Réinventer le Havre avec un appel à projet, je crois, pour 9 lieux emblématiques de la ville, susciter des partenariats originaux, intensifier les fonctions urbaines du centre-ville reconstruit, et respecter l'identité de la ville. C'est ce que vous venez de nous dire. Moi, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le sujet, si vous voulez bien. Si on rentre dans le détail de ce projet, 7 projets innovants ont été retenus en 2019, c'est bien ça? Oui, absolument. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Alors, sur les 7 qui ont été retenus en 2019, il y en a un seul qui n'aboutira pas immédiatement. Mais comme on a récupéré un autre qu'on n'avait pas attribué en 2019 et qui, lui, va se concrétiser tout près d'ici, sur l'espace André Graillot, qu'on va transformer en centre d'art contemporain, eh bien, en fait, on en aura bien 7 qui vont aboutir dans des délais. Pardonnez-moi, je vais les citer comme ça, on va reprendre. L'ancien cinéma 99 avenue Foch, l'ancien centre régional jeunesse et sport. Vous aviez la Halle aux Poissons, les Gobelins, l'ancienne école de management de Normandie, très grande réputation d'ailleurs. Oui, le crédit, j'ai pas fait, hein, je l'ai pas faite. Par contre, je suis venu au Havre, chez vous ici, il y a exactement 42 ans. J'y ai passé un mois quand j'étais sur le Tour de France. J'ai passé un mois, ça a été un souvenir assez mémorable, parce que le souvenir que j'en ai gardé, c'était le gris. Oui, comme quoi finalement, ça valait le coup de revenir. Et vous avez aussi le crédit municipal et enfin les terrasses d'Ingouville. Voilà, les terrasses d'Ingouville, vous voyez, le chantier a démarré. Ouais. C'est un très bel espace appartenant au groupe hospitalier du Havre. On est on est cœur de ville. On est cœur de ville, mais la quasi-totalité des projets que vous avez cités sont en cœur de ville. On avait soit des fonciers très très bien situés et délaissés, c'était le cas par exemple d'une partie seulement des fonciers du groupe hospitalier du Havre, soit des bâtiments remarquables, très très bien situés aussi, qu'on pouvait requalifier. Et donc c'est parti sur les terrasses d'Ingouville. Le premier lot d'une centaine de logements, les travaux ont commencé. Sur le crédit municipal aussi, le chantier a démarré il y a déjà près d'un an, avec des travaux de curage très importants à l'intérieur, donc ils se voient encore peu, et maintenant les travaux d'aménagement et d'aménagement en espace de bureaux, de logements et de commerce au rez-de-chaussée ils suivent leur cours. Sur le cinéma, on est en train de le démolir. Le cinéma, les gens voient souvent l'entrée, la vitrine, mais derrière, c'était un gros bloc de béton, complètement. Oui, mais il y avait une identité, il y avait une histoire. Les gens étaient très attachés. Mais derrière, en fait, c'est un énorme bloc de béton, et donc on est en train de le démolir, et on va construire quelque chose d'assez innovant, parce que c'était ça l'esprit de réinventer le Havre. Donc, ça va être un cinéma ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est 14 logements, mais avec de l'activité en rez-de-chaussée. On va en profiter pour créer un passage, parce que le Havre de Perret, c'est aussi des passages un peu partout, sous les immeubles, dégageant ou ouvrant des perspectives, permettant d'assurer des liaisons. Et là, on va avoir la possibilité donc d'ouvrir un passage à travers l'ancien cinéma, et ça va relier l'avenue Foch, qui est évidemment l'avenue peut-être la plus majestueuse du Havre d'Auguste Perret. Alors j'ai posé la question à un philosophe de l'urbain qui s'appelle Thierry Pacaud, qui avait écrit un livre il y a une trentaine d'années qui s'appelle Le désastre urbain. Je ne sais pas si vous connaissez Thierry Pacaud. Et je lui ai posé la question du Havre, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, le Havre, si tu devais me donner une phrase, qu'est-ce que tu me dirais? Il m'a répondu, c'est une ville symétrique. Ah oui, Est-ce qu'on vit en symétrie? Je ne sais pas si je dirais une ville symétrique, mais en tout cas, c'est une ville classique. Elle est à angle droit. Oui, et Auguste Perret aime les angles droits, il aime les lignes verticales, les horizontales, les angles droits, à l'opposé d'Oscar Niemeyer, qui lui détestait ça et qui n'aime que les rondeurs et les lignes courbes. Et l'association des deux est assez étonnante. On va parler de la démographie. Le Havre est une ville qui perd ses habitants, qui perd des habitants tous les ans. C'est même un paradoxe, on va en parler tout à l'heure, parce que en fait, il n'y a pas de tension majeure immobilière, mais quand même, il y a une bonne profondeur locative, de bonne rentabilité d'investissement, et pourtant, ça perd des habitants. C'est le cas aussi de la région normande, mais toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne. Caen et Rouen, par exemple, sont des villes très attractives, on le sait, et le Havre peine un petit peu à rentrer un peu dans ce sillage tissé par Caen et Rouen. Est-ce qu'un renouveau démographique va passer aussi, pour vous,
avec la vision de l'historien, mais aussi du spécialiste de l'urbanisme, par un renouveau de cette ville. Est-ce que cette ville a aussi l'idée de reconquérir une démographie plus positive ? Oui, Et à quoi vous attribuez d'ailleurs le fait que... C'est jamais facile ça, parce que les questions démographiques, les évolutions démographiques, c'est des sujets complexes, très transversaux. En tout cas, le renouveau urbain, il est engagé. Il est engagé depuis pas mal de temps maintenant, depuis 25 ans. Il se poursuit à un rythme assez rapide. Pour l'instant, on n'a pas vu d'impact véritable sur l'évolution démographique. Donc le Havre continue à perdre des habitants. Ça fait 45 ans, hein. C'est-à-dire depuis le dernier recensement général, le Havre perd des habitants. On est quand même à 170 000, je le dis parce que la ville, c'est 170 000 habitants. Les deux villes que vous avez citées, Caen et Rouen, c'est entre 100 et 110 000. Donc on reste de très très loin la plus grande ville, la plus grande commune de Normandie. Effectivement. Et c'est probablement assez complexe, mais en fait les zones d'emploi sont les principales zones d'emploi, les zones d'emploi industriels, logistiques, même l'hôpital qui n'est pas au Havre, sont très à l'est de la commune centre. Et de fait, beaucoup de gens peuvent travailler là en n'habitant pas le Havre et en habitant dans les communes autour du Havre. Donc ils habitent dans les communes autour du Havre, rive nord, mais ils habitent aussi rive sud de la Seine, bien entendu. Alors justement, à propos de rénovation urbaine, et on le voit quand on arrive de Paris, on l'a vu ce matin quand on est en voiture, qu'on arrive ici, c'est l'opération de rénovation d'entrée de ville. Alors, vous menez des grands travaux pour rendre plus accessibles et faciliter les déplacements des personnes, notamment à mobilité réduite, mais c'est aussi mettre aux normes les traversées pour les piétons, les espaces de stationnement, planter des arbres pour l'intégration paysagère. Donc, une grosse opération. Coup d'envoi, donc vous allez nous en parler, je crois que ça va durer 10 mois à peu près, quasiment 1 an. Et puis, tout ce qui est penser les accès, les déplacements. Qui dit travaux dit aussi nuisance, parce que c'est bien accepté. Mais la rénovation d'entrée de ville, est-ce que c'est symbolique d'une ville qui bouge, qui se transforme, qui veut être en mouvement ? C'est très important pour nous, mais c'est un chantier qui a été engagé il y a plus de 10 ans. Ouais. Parce que le Havre, c'est une entrée de ville principale. On est en Finistère, on est au bout du monde. Ouais. Donc il y a une entrée de ville principale. Et il y a 15 ans, c'était une autoroute. On roulait à 110 et on arrivait au Havre quasiment en continuant à rouler à 110 jusqu'à la gare. Mais c'était une 2 fois 2 voies, c'est toujours une 2 fois 2 voies d'ailleurs. Il y avait même des souterrains pour contourner des feux qui auraient pu vous arrêter. Et donc on pouvait aller très très vite et on rentrait très très vite comme ça. Simplement, c'était des nuisances terribles pour tous les riverains, pour tous les quartiers qui étaient de part et d'autre de cette autoroute urbaine. Alors, avec des ponts, des autoponts, des trucs qui permettaient de franchir, mais dans des conditions pas terribles. Et donc, on a engagé ça il y a plus de 10 ans. On en est aujourd'hui au 3e tronçon. On est en train d'aménager, de terminer les aménagements du 3e tronçon de l'entrée de ville, en s'approchant de la ville d'ailleurs. Et ces travaux seront terminés en effet à la fin de l'année 2023. Il s'agit donc d'abord d'assurer des conditions de vie pour tous les quartiers riverains de cette entrée de ville bien plus acceptables et bien plus agréables, de permettre aussi des franchissements nord-sud, c'est-à-dire en fait d'aménager des carrefours qui permettent de traverser ce qui n'était pas facilement traversable avant parce que autoroute urbaine, d'aménager un parc paysager. Et là, les travaux sont bien avancés sur l'aménagement de ce parc paysager, avec des plantations d'arbres, évidemment toutes les questions environnementales de traitement des eaux de ruissellement sur cette voirie importante. Le long de l'entrée de ville, on a construit le grand stade du Havre, le nouveau stade du Havre. Donc ça avait commencé par là. Alors, il y a une question qu'on a posée à la maire d'Amiens, Brigitte Fourré. Vous savez, le président Emmanuel Macron avait évoqué récemment la création du RER pour 10 grandes villes. Ça vous a pas échappé. 10 grandes métropoles françaises régionales, le Havre n'est pas dans la liste. On a regardé, hein. Là, il n'est pas dans la liste. Et la question de la place de la voiture, bien sûr, dans les grandes villes françaises, elle est posée, elle est clairement posée. Elle est posée, d'ailleurs, on a entendu, puisque Lyon, d'ailleurs, a décalé de 2 années, justement, le moratoire pour les villes avec une carburation diesel. C'est une situation portuaire de premier plan, le Havre, vraiment. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel à la fois urbain, culturel et architectural. Première réaction, pourquoi est-ce que vous auriez aimé être dans cette liste-là? Et est-ce que vous êtes vous-même aussi victime de cette congestion de la ville, de la voiture? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que finalement, on traverse le Havre à grande vitesse sans s'y arrêter.
assez frustrant d'ailleurs. Et c'est bien aussi de redécouvrir. Qu'est-ce que vous en pensez? On entrait à toute vitesse, on traversait pas quand même, mais on entrait à toute vitesse. On entrait quand même. Mais non, on n'a jamais espéré être RER métropolitain. D'ailleurs, ni Caen ni Rouen ne le sont. On espère que Rouen, moi j'espère que Rouen va l'être parce que je m'occupe de ça aussi pour la région Normandie. C'eût été souhaitable quand même quand on imagine un peu le potentiel. D'abord, je vais vous dire, je pense pas du tout que les grandes métropoles provinciales rêvent d'un RER. Je pense que le RER parisien est associé à beaucoup... pas rêver, quoi. Non, pas du tout. Associé à tellement de conditions de vie difficiles, de métro boulot dodo, de 1h30 dans un RER, de congestion. Je pense pas du tout que les grandes métropoles provinciales rêvent d'un RER. L'accès ferroviaire au Havre, c'est pas terrible quand même. Non, mais on pourrait en reparler. Oui, mais justement, voilà, ça aurait été... si vous étiez raccordé une ligne haute vitesse, ça serait... On est dans le transport urbain métropolitain, là, avec cette annonce. Et ici, on a quelque chose qui est un enjeu beaucoup plus important selon nous et qui est un projet majeur de l'agglomération, qui est la transformation d'une ligne de chemin de fer exploitée par la SNCF en ligne de tramway. On est en train d'étendre notre réseau de tramway, de le doubler, c'est-à-dire de préparer la construction de 14 km de lignes nouvelles, dont une partie sera sur un ancien tracé, sur un tracé qui est exploité aujourd'hui par la SNCF. Et donc notre grand projet, nous, de transport public, c'est ça, c'est l'extension du réseau de tramway, parce que le premier réseau marche très bien, il répond bien à nos attentes, donc on va l'étendre pour sortir de la commune du Havre, pour rejoindre la deuxième commune de l'agglomération qui s'appelle Montivilliers. Et ce qui est très original, c'est qu'on va faire ça sur une ancienne emprise SNCF. Alors, avant de passer aux séquences qui nous occupent, pour parler bien sûr logement, et merci pour cette présentation, on va vous poser une question simple, sans détour. Vous savez, souvent on dit maire bâtisseur, maire vaincu. Vous connaissez ce vieil adage, d'accord? Alors, certains ont trompé d'ailleurs les pronostics. Je fais souvent allusion à notre maire totem, c'est François Rebsamen. Maire bâtisseur et André Santini ici les Moulineaux et André Santini donc qui ont bien sûr déjoué tous les pronostics puisqu'ils ont été successivement réélus et ils ont profondément transformé leur ville. Est-ce que vous êtes un maire bâtisseur? Écoutez, d'abord je suis plus maire. J'ai été maire pendant que Philippe était à Matignon, mais le maire bâtisseur ou qui continue à l'être, c'est Édouard Philippe après Antoine Ruffnac. Et en fait, on s'est tous efforcés de l'être au moment où on a exercé ses responsabilités. Vous auriez pu citer Alain Juppé à Bordeaux, des maires bâtisseurs qui sont restés invaincus. Il y en a quand même pas mal. Et nous, on entend bien continuer, en effet, à transformer le Havre, à moderniser le Havre, à rénover ce qui doit être rénové, à construire là où on peut construire et là où on pense que ça a du sens pour des projets qui ont du sens. Et je crois que c'est ce que les Havrais reconnaissent en effet dans les équipes municipales qui se sont succédées depuis 25 ans. Est-ce qu'on est bien logé au Havre? Évidemment qu'on peut se loger très bien au Havre, qu'il y a des logements, des gammes de logements extrêmement diversifiées pour répondre à des besoins et à des attentes très diversifiées en termes d'usage ou en termes de prix, bien sûr. Et à propos d'habitat, justement, je me permets cette question. Alors, on parle un petit peu de retraite, en ce moment, et notamment des seniors. Bien vieillir, c'est avant tout vivre le plus longtemps possible chez soi, à la maison ou dans son appartement. Le vieillissement de la population, qui est un facteur démographique qui appelle à la fois des réponses urbaines, sociales, culturelles et sanitaires. Au Havre, pour aider les seniors à adapter ou améliorer leur habitat, vous avez mis en place, j'ai vu ça, je trouve ça très intéressant, le Sherpa, c'est le service havrais d'évaluation des risques au domicile des personnes âgées, qui s'adresse aux personnes retraitées de 60 ans et plus. Au-delà de cette initiative, quelle politique publique mène le Havre pour faciliter la vie des seniors? On a même une maison qui s'appelle la maison d'Alia, en effet, où on démontre par des équipements, par des services aussi associés à ces équipements, combien on peut faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, parce que c'est ce qu'elles souhaitent. En copropriété. Pour bien vieillir chez elles. Parce qu'elles y tiennent, et on comprend. Ça nécessite aussi la mobilisation, évidemment, de beaucoup de moyens humains. Et un des grands enjeux aujourd'hui, vous parliez des retraites, mais avant, c'est de trouver aussi les personnes qui vont intervenir, les assistants de vie, les auxiliaires de vie, les professions de santé, bien sûr, qui vont permettre le plus longtemps possible le maintien à domicile des personnes âgées. C'est un enjeu considérable. Bien sûr, il faut penser aux résidences seniors, bien sûr, il faut penser aux EHPAD, et on l'a fait, et on continue à le faire au Havre, mais il faut aussi mobiliser tous les acteurs, et ils sont nombreux à mobiliser pour intervenir
dans toutes les politiques qui vont permettre le maintien à domicile des personnes âgées. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gastine d'être avec nous. Restez avec nous. On va parler maintenant, rentrer un peu dans le sujet avec ceux qui font et qui fabriquent la ville. On va enchaîner avec notre prochaine séquence qui s'appelle La vie ensemble avec nos partenaires de Nexity. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Pour la vie ensemble, je trouve que c'est une belle définition pour cette séquence parce que l'habitat, c'est de vivre ensemble et notamment sur l'habitat collectif. Pour en parler, on a Jean Malo Percevaux qui est avec nous. Vous êtes directeur général promotion Normandie chez Nexity. Comment ça va, Jean Malo? Ça va très bien. Je vous remercie de m'avoir invité. Bonjour. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, quand on s'appelle Jean Malo et qu'on est en bord de mer, moi je dis... J'ai eu qu'à traverser le Couesnon. Okay. C'est comme Monsieur Le Pincet qui était ministre de la Mer, voilà, ou Catherine Lalumière à l'énergie. Ça nous rappelle quelques souvenirs. Merci Jean Malo d'être avec nous. Juste quelques mots. Alors, il y a une présence de Nexity qui est historique sur le territoire. 25 ans que Nexity est en Normandie. 25 ans. Ouais, 25 ans. Donc on a un acteur pérenne effectivement et avant toute chose, pourquoi on a un acteur pérenne ici, c'est que en fait il faut deux aspects. Pour pouvoir s'inscrire dans un territoire. La première, c'est la confiance et le deuxième aspect, c'est les perspectives. Et j'en profite que vous êtes là, Monsieur Gastine, et j'ai pu voir aussi un ensemble des services aussi qui étaient présents dans la salle. C'est que nous, pour avoir la confiance, il faut du dialogue. Et le dialogue, on l'a aujourd'hui en amont sur nos projets. Et l'immobilier, c'est le temps long. Et à partir du moment où on doit travailler et s'inscrire sur un temps long, forcément, il faut avoir ce dialogue amont. Et en ça, je remercie l'ensemble du conseil municipal et aussi les services de l'aménagement urbain. Alors, vous avez lu en moi comme un livre ouvert. C'est la seconde question, justement, le rapport avec les élus. On a bien compris qu'effectivement, Jean-Baptiste Gastine est un... fin connaisseur de l'urbanisme et sa vision est extrêmement claire. Question, de votre point de vue, est-ce qu'on construit bien au Havre et qu'est-ce qu'on construit exactement? Alors, on construit bien sûr. La question qu'il faut se poser, c'est comment on construit. Et au fond, si on est là... Et où on construit. Et si on est là aujourd'hui au MUMA, je ne pense pas que ce soit un hasard. Parce que quand on s'imagine finalement sur la fin de la reconstruction Perret, dans les années 60, inaugurer le MUMA, on est ici sur un lieu qui est flexible, qui est transparent, et finalement qui porte beaucoup d'audace quand on se projette dans cette reconstruction des années 60. Ah, c'est clair. Et l'audace, finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi au Havre. Et l'audace, elle est possible. Et baladez-vous autour du bassin du commerce ou le bassin Vauban, vous verrez l'audace. Et même si on dépasse pas les hauteurs de Saint-Joseph ou de la mairie, on a quand même de belles tours et l'urbanisme, finalement, qui va au-delà de l'urbanisme qu'on peut connaître par ailleurs. Et donc, l'audace, c'est un des marqueurs, en tout cas, fort de la ville du Havre, qui a été initié dès la reconstruction et qui aujourd'hui se poursuit à travers le dialogue qu'on peut avoir avec l'ensemble des services. Vous êtes d'accord avec cette définition, Jean-Baptiste? Oui, bien sûr, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Et c'est pas Perret qui a inauguré le musée Malraux, c'est Malraux, bien sûr, oui. Et il a dit cette phrase que tout le monde a retenue, et l'on dira que c'est ici que tout a commencé. Alors c'est évidemment plutôt dédié au secteur culturel et aux enjeux culturels et d'accès de tous à la culture. Mais enfin, ça nous engage pas mal. Et on a envie de rester dans cette lignée-là, des grands hommes et des grands projets. En tout cas, vous n'avez pas peur d'innover. Alors, on va entrer, parce que, vous savez, tout est aussi une question d'argent, in fine, pour financer tout ça. Moi, je vais vous poser une question très pratique. Quels sont les prix moyens au mètre carré neuf? Donnez-nous des moyennes. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que nous, on aime bien ça avec Olivier. Je sais pas, est-ce qu'il y a des bons plans? Est-ce qu'il y a des quartiers émergents? Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Voilà. Si vous avez quelques taux de rentabilité, ça peut intéresser, puisque on est aussi pour rendre là attractif ce territoire. Et donc dire, on est d'accord, Jean-Baptiste, de faire venir les investisseurs dans cette ville. Voilà. Donnez-nous l'eau à la bouche un petit peu. Alors, les investisseurs et les propriétaires occupants. Et surtout les propriétaires occupants, et notamment, parce que vous avez une particularité chez Nexity, qui est d'abord le logement pour tous, mais aussi la primo-accession, dont on a toujours considéré d'ailleurs avec Olivier que c'était le ventre, le tracteur du marché de l'immobilier dans ce pays. On vous écoute. Plusieurs questions, parce que des pépites, il y en a dans toutes les villes et il y en a aussi au Havre. Alors sur les prix déjà. Alors sur les prix, aujourd'hui, la ville du Havre, c'est à peu près 4 480 € du mètre carré moyen dans le neuf. Ah oui, voilà. Donc c'est, comme vous le disiez, sur la progression, sur les 4 dernières années, c'est plus 16%. Rien que l'année 2022, c'est 10% d'augmentation des prix. Source de Figaro. Comment? C'est une source du Figaro, les 10% d'augmentation.
par rapport à l'ancien qui est Oui, 8%, mais pas dans le neuf. Oui, absolument. Là, on parle du neuf. Comme le disait M. Gassif, 10% d'augmentation. on est sur la plus grande commune de Normandie. On est aussi sur la commune finalement la plus attractive et la plus élevée en termes de prix de vente. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a un conseil municipal et notamment un maire qui donne confiance et qui rayonne. Et donc, c'est une ville dans laquelle effectivement les propriétaires occupants, les investisseurs ont envie d'aller. Alors 4 400 €, c'est quand même c'est un prix assez haut pour votre agglomération, j'entends, par rapport aux expertises dont nous disposons. Ça se vend bien, parce que quand on voit, alors moi je posais une question un peu bébête, mais quand je vois une démographie finalement qui est un peu en berne quand même dans la ville, pourtant il n'y a pas de problème pour écouler les stocks, ça se vend bien, on se loue bien, il y a une tension relative, mais voilà, il n'y a pas de surstock ici. Parce que la confiance est là vis-à-vis des acquéreurs. Il y a plusieurs choses. Le développement du port est fortement soutenu. On a une industrie portuaire aussi qui est en fort développement, et on le voit aussi aujourd'hui avec le développement des éoliennes offshore. Une ville très étudiante, c'est-à-dire qu'en termes d'étudiants, la ville croît. Aujourd'hui, on est à peu près à 14 000 étudiants, avec une école de management, une école de la marine marchande, l'université qui pousse fort. Donc finalement, c'est différents curseurs qui donnent confiance aux investisseurs. Donc non, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'écoulement sur le Havre. On est aujourd'hui à 6,5% d'écoulement, ce qui est plutôt positif par rapport aux autres villes et aux autres agglomérations qu'on peut connaître sur la ville. Et après, vous me questionnez tout à l'heure, alors il y a les pépites et il y a également les quartiers émergents. Voilà, les quartiers émergents et aussi, on pourra parler des investisseurs. Les investisseurs, c'est un peu plus de 65% aujourd'hui sur le Havre. C'est plutôt une bonne tendance par rapport, en tout cas, à l'ensemble de la Normandie. On connaît des métropoles sur lesquelles c'est bien plus élevé, où on peut atteindre les 80-85%. Donc finalement, on a aussi une ville aujourd'hui qui attire des propriétaires occupants, des résidents principaux pour vous, pour s'y installer. C'est un bon chiffre ? Le fait que sur une base 100, il y ait 65% d'investisseurs et 35% de propriétaires occupants. Oui, bien sûr, parfois on aimerait qu'il y ait plus de propriétaires occupants. Bien sûr. Et on sait qu'il y a un équilibre à trouver, mais bien sûr. Alors justement, on parlait des quartiers. Alors sur les quartiers, finalement, on a des quartiers qui sont en vraie requalification. Donc il y a le quartier de la reconstruction, puis il y a les quartiers plus anciens. Dans les quartiers plus anciens, on peut noter le quartier Danton, voilà, qui a été porté aujourd'hui par d'énormes investissements en termes de requalification. On a le pôle Simone Veil qui s'est installé au cœur du quartier Danton avec un magnifique, je vous invite à y aller, centre culturel, sportif, et avec un gymnase qui est assez exceptionnel, qui s'y installe en plein cœur. On a pu œuvrer aussi, on y reviendra peut-être dans ce quartier-là. Il y a le quartier de l'Eure aussi, avec la ZAC du Mont-d'Urville qui pousse fort, avec de l'innovation aussi. Il y a le concours du PUCA, avec une tour effectivement décarbonée en bois qui verra le jour, et dans lequel aussi finalement on voit que les populations mutent et des immeubles résidentiels s'y créent avec des nouvelles aménités, des nouvelles aménités de centralité finalement, de petits commerces aussi qui peuvent s'y créer. Évidemment, on a le quartier du centre-ville et aussi le quartier, on va dire, Sainte-Marie-Saint-Léon, autour de l'est de la gare. Finalement aussi, on est porté par le côté universitaire et c'est des quartiers dans lesquels nos investisseurs... Alors, ce sont des zones d'investissement extrêmement intéressantes et je vous avais demandé hors antenne de nous donner concrètement 2 projets qui seraient des projets un peu totémiques, projets emblématiques, qui reflètent la démarche à la fois de Nexity, mais aussi de la relation que vous avez avec l'urbanisme et les élus locaux. Alors, c'est pas le hasard si ces quartiers-là, finalement, on y porte des projets. Parce que les projets qu'on porte sont effectivement en dialogue avec la collectivité, donc on travaille en amont finalement les zones aussi qu'on veut requalifier et restructurer. Alors un projet totémique, le premier qu'on a pu inaugurer ensemble l'année dernière, c'était la caserne du Médaplemont. C'est un magnifique objet parce que c'est symbolique de différentes choses. C'est d'abord reconstruire la ville sur elle-même. Alors c'est un terme qui est galvaudé, on va dire aujourd'hui, qui est plutôt dans le discours commun, mais quand on est au cœur de sa centralité sur des zones qui ont bénéficié finalement d'échapper au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, ça nous donnait finalement l'envie. On était sur une phase post-Covid de se dire tiens, on va réouvrir ce quartier-là à l'ensemble des riverains en lui offrant déjà une première porosité, une première transparence qui était une galerie d'art à rez-de-chaussée et sur les différents logements qui étaient initialement occupés par cette caserne, on a du vrai lien social qui est créé avec de l'intergénérationnel. On travaille avec notre partenaire Alcéane, les maisons de Marianne, sur vous parlez du bien vieillir au Havre. On est effectivement sur une résidence qui est amie des aînés, comme l'est le Havre depuis 2012, où finalement on a adapté nos logements au vieillissement et une partie aussi en accession à la propriété. Donc un magnifique objet de réhabilitation, restructuration d'un bâti existant, avec un travail quasiment d'orfèvre qui a été fait sur ce
projet. J'ai une toute dernière question sur le prix de la location dans le neuf. On est à combien au mètre On carré? est sur des tarifs qui sont tout à fait acceptables parce qu'on est en moyenne à 10 € du mètre carré. Donc ça va selon les grandes surfaces de 8 €, 8,50 € jusqu'à 13 € sur les studios qui sont généralement aussi plus élevés en termes de tarifs. Et après, ça dépend des secteurs, il peut y avoir des disparités, mais on pourra parler du dossier qu'on porte aussi sur Sainte-Adresse, où je ne sais pas si vous comptiez aborder le sujet, mais en tout cas c'est une vraie fierté aussi, vous parliez de totem, et sur la métropole havraise, finalement on vient requalifier l'ancien site de l'école de la marine marchande qui avait été libéré suite à l'installation près des docks, et dans lequel on vient réapporter le parc dans cet ensemble immobilier pour créer un véritable parc habité. 20% d'emprise au sol, 90% des logements vue mer. On est sur un objet qui est assez exceptionnel avec encore de la réhabilitation, parce que la réhabilitation, c'est comment construire du logement décarboné. Bien sûr. Dernière question, Olivier. Oui, en fait, 2 petites questions, parce qu'on le voit avec Sylvain, on a été dans différentes villes. Il y a de plus en plus de chartes locales sur la construction. On l'a vu à Bordeaux, on l'a vu à Nancy, on l'a vu à Nice, en fait, des chartes qui c'est difficile de s'appuyer aussi sur des plans locaux d'urbanisme, certains qui datent depuis très longtemps, s'adapter aussi aux nouveaux usages. Est-ce que cette charte locale, elle verra peut-être le jour ici ou pas? Est-ce que vous avez la concertation facile entre vous? Et puis, deuxième question, au moment où vous évoquez les investisseurs, où va s'éteindre progressivement le dispositif Pinel, qu'est-ce que vous souhaiteriez en fait qu'il y ait? Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'un statut du bailleur privé serait une bonne chose, de reconnaître en fait l'investisseur privé comme un acteur économique à part entière qui permet en fait avec son geste de construire des logements, donc aussi c'est bon pour l'emploi et de loger des gens, à la fois sur la charte sur la construction et l'investissement locatif. Oui, je laisserai Jean-Malo Percevaux répondre sur le dispositif Pinel. Sur la charte de la construction, souvent une charte... C'est très à la mode. Oui, souvent une charte, c'est quand même pour pacifier des relations entre des acteurs qui peuvent être en conflit ou qui ont des relations un peu compliquées. C'est pas du tout notre cas. C'est très juste. C'est pas du tout notre cas. Dans d'autres secteurs, ça peut être le cas, hein, mais on a de très bonnes relations avec... toutes les entreprises et toutes les personnes qui œuvrent dans le secteur du bâtiment et de la construction au Havre depuis très longtemps. On n'a pas du tout envie que ça change. La relation de confiance qu'évoquait Jean-Malo Percevaux, elle est très précieuse à nos yeux. Et on a bien l'intention de continuer comme ça. On ne ressent pas de mettre une charte, puisque en l'état, vous fonctionnez très bien. Voilà, parce qu'on voit dans différentes villes. Je souscris complètement à votre idée, puisque, comme vous le savez, Jean Malo, je porte aussi des idées sur le plan politique du logement. On parlait justement du statut du bailleur privé, pour être très clair pour ceux qui nous écoutent, c'est l'amortissement généralisé personne physique et morale. C'est la possibilité de déduire une partie de la valeur de son bien chaque année pour donner un peu plus de pouvoir d'achat aux propriétaires notamment et leur permettre de financer des travaux de rénovation énergétique. Vous y êtes favorable ? En tout cas, Nexity, on ne s'arrête pas à l'acte de construire, c'est-à-dire qu'on accompagne nos copropriétaires à l'issue de la livraison, parce qu'on est aussi syndic de copropriété. Et on gère à peu près 20 000 immeubles, 20 000 copropriétés sur la France entière. Et aujourd'hui, sur ces 20 000 copropriétés, on en accompagne aujourd'hui quasiment 595 sur des travaux de rénovation qui sont déjà engagés et sur des travaux d'études. Donc, on n'a pas attendu finalement des subventions éventuelles pour se dire, bon, accompagnons d'ores et déjà nos copropriétaires sur la réhabilitation, la rénovation du parc, parce que dès 2025, on sait qu'il y a déjà la classe G qui va sortir du parc, puis la classe F en 2028. Donc aujourd'hui, on est déjà sur l'anticipation de ces données-là, et les calculs, ils sont assez aisés, parce que effectivement, il y a des usines à gaz parfois, mais les calculs, ils sont assez assez faciles pour l'usager. C'est que les charges, de toute façon, qu'il va économiser par sa rénovation, vont largement, en tout cas, bénéficier à son bien et à sa valeur sur le moyen terme. Mais sur le dispositif d'investissement locatif, alors ? En fait, le dispositif locatif, on l'anticipe aujourd'hui, effectivement. On a surfé sur des phases qui étaient peut-être de l'injection depuis le Pinel, puis ensuite avant le Duclos, etc. Pour soutenir, ça a permis de construire. Mais quand vous dites de l'injection, souvent, Jean-Baptiste de Gassine sera d'accord, je pense, avec moi, c'est parfois des mesures de perfusion fiscale dont on imagine que l'industrie immobilière bénéficient d'un bonus fiscal qui leur permet de s'éclater. On a vu naître, non mais il faut dire les choses comme elles sont, voilà, on a vu naître des programmes immobiliers dans lesquels il n'y avait aucune profondeur locative, ni même de revente, ça c'était, il y a prescription depuis, et je peux vous le dire, c'est depuis 2002. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est sur des sujets différents. Mais si demain on dit, voilà, l'État ne perfuse plus fiscalement, et donne des moyens structurants, vous savez,
pérenne sur la possibilité d'amortir, finalement, pour vous, c'est gagnant, à condition de ne pas augmenter la sortie qui bénéficie. Donc c'est du donnant-donnant. Quand on prend une mesure fiscale, c'est donnant-donnant. Dans tous les cas, là, ce qu'on travaille, c'est que on va se réintéresser finalement à ce qu'on produit en termes de remplacement, en termes de réponse à un besoin d'usage de nos acquéreurs, et on va peut-être sortir d'une phase effectivement d'investissement sur des niveaux de rentabilité, mais on va plus s'intéresser finalement aux produits, à l'appartement et à l'accessibilité. C'est très clair. C'est quelque chose bien sûr, on développera tout au fur et à mesure de nos programmes. Merci beaucoup. Applaudissements pour Jean Malo Percevaux, directeur général de cette région pour Nexity. Nous allons enchaîner, restez avec nous pour l'instant, on va enchaîner tout de suite avec une prochaine séquence, le Conseil supérieur du notariat fédéré avec des chambres régionales, et nous allons recevoir dans quelques instants Maître François Gillot, puisqu'on va parler d'un sujet majeur, monsieur le maire, c'est les prix de l'ancien, parce que je peux vous dire qu'il y a quand même un gros sujet, c'est tout de suite après ça. Merci Jean Malo. Merci. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Olivier Marin, on va parler maintenant avec les notaires et nous recevons sur le plateau Maître François Gillot. Bonjour, Maître. Bonjour Olivier, bonjour Sylvain, merci de votre invitation. Eh oui, effectivement. Donc chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat qui nous rejoint. Maître François Gillot, alors on va faire avec vous un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer quelques conseils pratiques. Alors, pour démarrer, on a quelques chiffres clés. 2170. Qu'est-ce que c'est ? 2170 comme 2170 €. Ça, c'est le prix moyen, le prix en fait médian au mètre carré d'un logement ancien au Havre, avec bien sûr des disparités selon les quartiers. 8% de hausse des prix de l'immobilier sur un an quand même, 20% en 5 ans. 186 000, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne au Havre. C'est un peu moins de 6% de hausse annuelle. Voilà, comment se porte ce marché de l'immobilier au Havre, et est-ce qu'il y a, comme on a pu le constater dans d'autres villes, un ralentissement de l'activité ? Eh bien, le marché se porte bien. Effectivement, sur les 5 dernières années, on a eu une évolution de plus de 20%. Comme vous l'avez rappelé, pour les appartements, c'est un prix médian de 2160 € le mètre carré, avec des disparités, parce qu'il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. Au niveau des tarifs doux, on est aux environs de 850 à 1200 € à l'entrée de ville et sur la ville haute, Coqueruville et Montgaillard. Et puis après, comme l'a évoqué monsieur le maire, centre-ville, les Ormeaux, Saint-Vincent, on est une moyenne médiane, prix médian, de 2005 à 3000 € le mètre carré, avec des prix avoisinants. Je sais que ça va vous défriser, Sylvain, mais on dépasse les 600 000 € sur les Ormeaux, centre-ville. Il y a eu des records. Il y a eu des records sur l'année écoulée. Quel record ? Sur 600 000 €, on a carré prime, c'est-à-dire que c'est vraiment des quartiers. Voilà. Alors le mètre carré prime, après, on a l'avenue Foch. Monsieur Gastine en parlait tout à l'heure. On est à plus de 4000 €, rue Raoul Buffy. Et quand on atteint la plage, vue mer, appartement en très bon état, on est à plus de 5000 €. Ah oui, d'accord. Quel type de demande alors ? Si vous deviez là vous adresser à la des gens demande, qui ne connaissent pas le Havre, quel quartier, quel type de demande en fait ? La demande, elle est principalement, alors je vois 2 types d'investisseurs. La demande principale en centre-ville, c'est d'une part les retraités qui cèdent leur grosse maison. Ils sont attirés par le centre-ville. Pourquoi ? Puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, tout peut se faire à pied, en vélo, on laisse la voiture de côté. Tout est à moins de 20 minutes à pied, la plage, les halles centrales, le marché du dimanche matin, le pôle culturel avec les docks, le cinéma, la gare, ou en méthode douce, on peut y aller avec le tram. Voilà. Et puis le deuxième type d'investisseurs, les Parisiens. Alors, les Parisiens, de plus en plus ? Oui, de plus en plus. Oui, on est à peu près à 7% de clientèle parisienne. Énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça pourrait être plus. Quand on prend les moyennes, bien sûr. Taux de rentabilité, ça veut dire quoi ? C'est attractif ? On est à 6 à 8% brut quand même. En moyenne. Voilà. Rentable, messieurs Havre ? Oui, mais ça y est, ça se sait maintenant. Et les Parisiens sont arrivés avant le Covid, je crois. Hein. Ça fait à peu près 5 ans. Il y a eu une poussée depuis. Il y a une poussée depuis 5 ans à peu près, je crois. 5 ans. Il y a une poussée d'1% par an. Ouais. Voilà. Mais est-ce que vous administrez, quand vous les rencontrez, parce que l'avantage des élus locaux, c'est qu'ils sont à portée de parole, pour pas dire autre chose de leurs administrés, ils vous disent, les prix augmentent, il y a trop de Parisiens, etc. Non, moi je l'ai entendu vraiment très très peu, quasiment pas. D'accord.
D'accord. Mais c'est aussi une très très bonne nouvelle parce qu'on a beaucoup d'immeubles dans le centre ancien qui ont besoin d'être rénovés. Il faut investir. Ouais. Et Bah il oui. faut les investisseurs pour rénover des immeubles qui sont très très bien situés dans des quartiers très très agréables et qui, dont certains vivaient de quasiment insalubres. Il y a un taux d'insalubrité qui peut être important dans ce qu'on appelle le centre ancien. Et on a besoin de faire revenir des habitants, donc de rendre les logements habitables. Avec donc des sujets qui sont des liés aux investissements. copropriétés. D'ailleurs, je crois que dans la salle, nous avons un spécialiste de la copropriété, un ami qui s'appelle Édouard Morlot, je ne sais pas s'il est parmi nous, qui est un spécialiste justement de la copropriété, où il y a un vrai sujet justement d'aménagement. Et justement, parlons-en. Je trouve que les prix du mètre carré sont quand même tolérables, assez intéressants. Vous avez dit qu'effectivement le taux de rentabilité est intéressant. Maintenant, à l'instar de ce que nous disait Olivier, voilà, nous on a envie d'investir, mais on voudrait faire de bonnes opérations. Dans quel quartier on pourrait investir? Quartier Dans porteur. l'ancien. Voilà, qui pourrait. On a compris que qu'il y a un quartier prime, où nous l'avez situé, qui est à quasiment 5 000 € du mètre, où là on est quand même sur du haut de gamme. Donc on a quand même une gentrification qui s'opère quand même sur ces quartiers-là. Quel quartier vous nous conseillez et à combien? Beaucoup dans le centre-ville, notamment au niveau des locations de courte durée, pour pas employer d'anglicismes qui vous sont chers. Merci. Voilà. Je vois que vous avez écouté nos émissions. Voilà. Les Je demandes déteste les portent toujours anglicismes. sur les Ormeaux, sans Vic. Les Ormeaux. Oui, parce D'accord. que, voilà. Et c'est toujours le même principe. encore Dans l'immobilier, c'est Alors, pour faire des l'emplacement. travaux de rénovation énergétique, Oui. forcément, puisque maintenant, Tout à fait. on est dans le cadre d'un moratoire très strict, avec des étiquettes énergétiques qui sont maintenant impropres à la location. C'est une très bonne chose. On a d'ailleurs ici des spécialistes de la rénovation énergétique. Ça vaut la peine quand même d'investir. Parce qu'on a encore de la marge. La moyenne, comme le disait Olivier, 2160 €, ça nous laisse encore de la marge. On en a encore sous le pied. Et en cette période d'incertitude, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier? Acheter les principes, la règle d'or d'abord, c'est l'emplacement. Donc la proximité des écoles, des services, transport. Bien sûr. Ensuite, effectivement, l'étiquette énergétique, puisqu'en 2050, le zéro carbone, on ne pourra accepter que les étiquettes A et B. Depuis quelques mois, on conseille de plus en plus aux clients d'aller voir le banquier avant de visiter un bien, puisqu'on a vu ces derniers mois beaucoup de refus de prêt, puisque le taux d'usure était dépassé. Quasiment 1 sur 2. Voilà. 45% de refus de dossier en moyenne en janvier 2022. Tout à fait. 23, pardon. On est à plus de 3% maintenant lorsqu'on signe des Et plus promesses de 300 points de base d'augmentation. C'est pas neutre, quand même, ça ralentit. Est-ce que ça a un impact, justement, sur le marché ici? Oui, en volume. On a constaté depuis quelques mois une décélération au niveau du nombre des transactions. Les délais de vente sont un petit peu plus longs entre le compromis et la vente. Combien de temps pour délai? Quel est le délai de vente en moyenne? 3-4 mois. À peu près. Quand même. Oui. Ah oui. On est obligé de plus en plus de mettre de délais de réitération plus longs, puisque les banques Bien sûr. ont resserré le... Bien sûr. Dernière question. Les atouts du Havre, justement, pour investir, quels sont-ils? Multiples. La plage, la mer, 365 jours par an, vous pouvez vous adonner à votre sport favori, soit la pêche ou le bateau, puisqu'on est un port ouvert H24. Ouais. La proximité, puisque comme l'a dit M. Gastine, il faut regarder d'autres horizons. À gauche, vous avez Deauville, Trouville, Touques. À droite, vous avez Étretat, vous avez la forêt, vous avez les jardins suspendus. Donc, c'est vraiment le pari gagnant. Et puis le pari aussi des étudiants, puisque la ville fait un gros effort pour... on a l'ISEL... comment ça s'appelle L'école de management. Oui, et puis Sciences Po Paris. Voilà. Sciences Po Paris, Paris, voilà. Et puis on a l'école 42, là. Bien. Voilà. Ah oui, mais l'école 42, tiens, on en a beaucoup parlé justement ce matin. Voilà. Pour une fois, on parle du Havre, et puis c'est la seule sur la région ouest de la France, donc en avant le Havre. Voilà. Merci, Merci beaucoup, maître. Applaudissements Merci. pour François Gillot, notaire. Merci. Et nous allons enchaîner avec un sujet très important qui nous tient beaucoup à cœur en ce qui nous concerne. On va parler du logement social et de la mission du logement social avec un grand spécialiste. Il est le directeur général d'Alcéane, c'est Jean-Pierre Agneau, qui va nous rejoindre dans quelques instants, tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons territoire, avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Toujours accompagné, bien sûr, d'Olivier Marin. Ça va toujours, Olivier? Très bien. Alors, on va parler d'un sujet important avec vous, Jean-Pierre Agneau, qu'on accueille sur le plateau, directeur général d'Alcéane. Bonjour, Jean-Pierre. Merci d'accueillir Alcéane. Et vous avez un rôle majeur. J'aimerais juste quelques mots
Tout à l'heure, on disait que François Ier avait créé la ville du Havre. Le Havre a aussi créé le logement social. Oui. Historiquement. On le dit pas assez, mais c'est bien de faire un peu d'histoire. C'est vrai que j'ai envie de reprendre la formule qu'a rappelée Jean-Baptiste Gastine. C'est ici au Havre que tout a commencé. André Malraux. C'est le maire du Havre. Le maire du Havre, ministre. Antoine Ruffnac. Jules Siegfried. Oui, oui, Jules Siegfried, en 1894, absolument, qui porta une loi très importante, qui donna le top départ au logement social. À l'époque, c'était pour créer des sociétés d'habitation bon marché. Alors, seules les entreprises et les philanthropes investissaient dans ce domaine. Et puis, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que les communes, notamment, puissent se doter d'outils. Et c'est à ce moment-là qu'Alcéane est né, en 1914. Donc oui, tout est parti pour le cadre législatif du Havre. Et c'est vrai que peu de gens le savent. Vous le savez, Jean-Baptiste ? Oui. Ah oui. En plus, il y a eu un colloque en 2022, à l'occasion du centenaire de la mort de Jules Siegfried. Un grand colloque universitaire où on a rappelé toute cette histoire qui est assez méconnue quand même. Et donc, il faut qu'on ait un travail de valorisation de nos grands hommes au Havre. Vous savez, souvent, on parle de logement social, on nous donnait de dire, oui, il est né à Guise. Vous savez, Guise avec les grands banquiers protestants, vous savez, les Otingues, etc., qui avaient créé ces grandes maisons. Mais en fait, non, c'est le Havre, effectivement, qui prédomine. Alors, on peut le rapprocher des grands protestants, puisque ce sont les négociants qui, effectivement, très présents sur le Havre, qui ont été aussi à l'origine. Et on le sait pas d'ailleurs assez, que ce sont, effectivement, on appelait ça les HSP, la haute société protestante, qui est à l'origine de la création de ce qu'on a appelé, de ce qui va s'appeler plus tard le logement social. Alors, je parle de Jules Siegfried, mais les grands hommes politiques et maintenant les grandes femmes politiques ont beaucoup joué en faveur du logement social. Je pourrais citer un autre maire, ministre, Pierre Courant. Pierre Courant, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Il est à l'origine d'un plan qui s'appelle le plan Courant. Et ce plan Courant, donc, s'appuyait sur la construction d'1 million de logements sur 5-6 ans. Nous sommes juste au moment de l'appel de l'abbé Pierre. 1954. Et c'est aussi Pierre Courant, par la loi qu'il a pu porter, que fut créé le 1% logement, ce fameux prélèvement qui permet au logement social de se développer. Et je pourrais continuer, parce que le Havre est à la source... Absolument, et qui est nourri d'ailleurs, c'est important ce que vous dites, je suis très heureux que vous soyez là, vraiment, parce qu'on ne le dit pas assez, et d'ailleurs, ce qui nourrit actuellement l'activité du logement social à travers ce qu'on appelle le 1%, c'est la fameuse PEC, la participation à l'effort de construction, qui est soumise aux entreprises de plus de 50 salariés aujourd'hui, et qui quand même donne accès justement à beaucoup au logement social. On va parler maintenant du logement social. Alors, il y a une chose que vous m'avez dite, qui m'a beaucoup interpellé. Vous m'avez dit, quand on a préparé votre intervention, j'aimerais dire quelque chose sur la perception du logement social. Vous vous rappelez, on a parlé de ça, la perception. Pourquoi vous avez insisté sur ça? Ça m'a beaucoup interpellé, je trouve que vous avez vraiment raison dans l'analyse. Je pense que le logement social souffre d'un manque d'incarnation. Tout le monde connaît le sigle fédérateur HLM, habitation à loyer modéré, mais peu de personnes savent qu'en fait, cette corporation regroupe plusieurs familles, les entreprises sociales de l'habitat, les coopératives de l'habitat, et naturellement les offices publics de l'habitat. Mais somme toute, le secteur du logement social est quelque peu invisible, comme les locataires du logement social. Pourquoi ? Parce qu'on met en avant surtout l'habitation et non pas les habitants. Habitation à loyer modéré. Et lorsqu'on pose à la profession qui vous logez, et c'est là toute l'ambiguïté, la profession a tendance à dire nous logeons la mixité sociale. Mais lorsque vous vous adressez à un locataire, qui êtes-vous ? Il ne va pas vous répondre je suis la mixité sociale. La mixité sociale, c'est une abstraction, c'est un concept, donc il ne se reconnaît pas. Et bien sûr, absolument. Et alors, la profession, naturellement, a sa part de responsabilité, parce que la profession a peur qu'on enferme son rôle. Jean-Pierre, est-ce qu'on ne devrait pas parler de logement tout court ? Parce que, moi, une chose qui m'a interpellé, mais vraiment, et j'aimerais avoir votre analyse d'homme politique. Est-ce que le fait d'ajouter, justement, le mot social au logement
ne stigmatise-t-elle pas finalement une population justement dans ce niveau de perception, Jean-Baptiste Gastine? Ah si, forcément. Genre c'est pauvre, quoi. Vous voyez, on va être très clair. HLM, on met les pauvres dans les HLM et on met les classes moyennes. Alors qu'en réalité, il y a une grande diversité de situations. Très juste. Comme l'a rappelé Jean-Pierre Niaud. Donc, non. Bien sûr qu'il y a un problème d'incarnation, de perception et d'amalgame d'un tout, alors que en fait, les situations sont très diverses entre. Est-ce que les élus ont une responsabilité, Jean-Pierre et vous, Jean-Baptiste Gastine, justement sur cette incarnation? À votre avis, qui doit porter l'incarnation de ce mouvement? Parce que c'est un mouvement, au départ, le logement social. Alors, la grande difficulté pour les politiques de porter le logement social, c'est que nous sommes pénalisés par l'image. Justement, je parlais du plan courant. C'est vrai qu'il a fallu construire beaucoup, rapidement, dans les années 50, 60. Et c'est vrai que des bars et des tours ne sont pas forcément une image ou une belle image qu'on souhaiterait porter. Or, le logement social, depuis 25 ans, 30 ans, a complètement changé. Je vous mets au défi, en circulant dans la ville, de me dire si cet appartement, si cette résidence relève du logement privé ou relève du logement social, du logement abordable. Je raconte souvent cette fausse anecdote. Il y a 50 ans, si on vous invitait à l'inauguration d'une résidence HLM, et si vous perdiez votre invitation, vous êtes dans la ville, rapidement vous auriez trouvé le lieu. Voilà, c'était une barre, c'était une tour. Aujourd'hui, si vous perdez votre carton d'invitation, première réaction, c'est de dire « ça va être compliqué ». Non. En fait, les plus beaux logements, aujourd'hui, ce sont les logements sociaux. Et vous allez de nouveau trouver aisément le lieu où se déroule l'inauguration. Alors, comment se porte-t-il le logement social au Havre? Quels sont les volumes? Il y a combien de logements sociaux aujourd'hui que vous logez, que vous gérez aujourd'hui? Alors, le logement social se porte bien au Havre. Nous sommes à plus de 30% de logements sociaux. Il y a donc vous êtes dans les clous au niveau... oui. Plus que ça. On est même largement au-dessus. Oui, nous sommes au-dessus. Et c'est vrai que nous logeons, et on l'a découvert à l'occasion de la pandémie, les travailleurs essentiels. Et nous jouons un rôle important. Vous évoquiez l'évolution de la population sur le Havre. Je pense qu'il y a eu une évolution des besoins liés à l'évolution des métiers. Le port, il y a 50 ans ou un siècle, regorgeait de personnel, de travailleurs, d'ouvriers. Aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de femmes et d'hommes disposant de formations élevées et donc apportant une valeur ajoutée beaucoup plus forte, mais un nombre moindre d'acteurs pour créer de la richesse. Donc nous sommes là, effectivement, pour loger celles et ceux qui ne peuvent pas ou plus difficilement le faire sur le marché libre, faute de revenus suffisants, mais ces personnes disposent de revenus du travail pour la plupart, et on note une inflexion depuis déjà 4-5 ans, et c'est tant mieux. On loge de moins en moins de familles qui vivent de la solidarité nationale et de plus en plus de personnes qui vivent du travail et qui perçoivent un salaire. Donc c'est un bon signe, parce que notre mission, c'est de loger près de 60 à 70% des ménages potentiellement. C'est vrai que c'est très large, bien sûr. Mais on loge à la fois des personnes qui sont exclus, que l'on doit accompagner, mis en évidence notamment par le rapport du mal logement de la Fondation Abbé Pierre, mais aussi beaucoup et énormément et de plus en plus d'inclus, mais qui disposent de revenus modestes et qui ne pourraient pas... Alors, ils peuvent trouver un logement sur le marché libre, mais c'est vrai que le reste à vivre est amputé. Donc, en venant chez nous, ça leur permet d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé et plus important. D'ailleurs, comme vous le savez, Jean-Baptiste Gastine, plus de 60% des locataires du parc locatif privé pourraient être éligibles au logement social. Heureusement qu'on a les millions de propriétaires qui louent leurs biens, bien évidemment. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de la RLS, puisque effectivement on a un sujet quand même autour qui est très important et qui est un vrai sujet porté par le politique, effectivement. Je voudrais qu'on parle de la réhabilitation du parc existant et des enjeux de rénovation énergétique qu'on abordera dans le détail avec la séquence de nos amis d'Elio et d'état de la demande. Moi, je voudrais vous dire deux choses. C'est où est-ce que vous en êtes? Parce que vous avez été souvent précurseur en matière de travaux de rénovation. Et souvent, d'ailleurs, c'est un paradoxe quand on compare à l'industrie, entre guillemets, privée.
Voilà. Vous avez été très précurseur chez Action Logement notamment, par exemple, mais aussi dans les offices HLM et autres. Et enfin, l'état de la demande. Est-ce que quand on donne son dossier à Alcéane, sous quel délai, raisonnablement, d'attente, on peut espérer avoir un logement? Je vous donne juste un chiffre. Pour Paris, c'est 12 ans. Venez au Havre. Voilà. Venez au Havre, c'est une ville magnifique. Je suis Paris, à Orsin. Bordeaux, Lyon, c'est dramatique. On ne peut pas. C'est très dur. En quelques mois, vous obtenez aisément un logement abordable et un bon logement. J'aime à dire, tous les ans, fin janvier, nous sommes début février, sort le rapport du mal logement. On en parle beaucoup. De la Fondation Abbé Pierre. De la Fondation Abbé Alors, c'est Pierre. le 28e rapport qui a été publié, et ce rapport-là est dramatique. Dramatique. On a presque un doublement du nombre de personnes SDF. 330 000 personnes au bord de la rupture, 4 millions de personnes mal logées, et c'est 12 millions de foyers en précarité liés au logement. C'est juste incroyable. Hein. Mais en septembre, tous les ans, sort un rapport sur le bien logement, le logement social. On en parle peu. Très juste. La demande, elle est là, elle est de plus en plus exigeante, et c'est bien. Vous l'avez dit, le logement social a été précurseur, l'est toujours. Lors de notre échange, vous m'avez fait part, le logement social construit de moins en moins, il achète de plus en plus de biens. Oui. C'est oui. vrai, oui. c'est vrai. Mais ce que vous n'avez Aujourd'hui, pas vous vu, achetez en bloc chez Nexity. Absolument. Chez d'autres, heureusement d'ailleurs. Mais c'est avec grand plaisir. Et entre ce que nous achetons aujourd'hui et ce que mes confrères, que nous faisions peu il y a 20 ans, 25 ans, il y a une grande évolution. Les acteurs de la construction, comme notre partenaire Nexity, ont bien compris que s'ils voulaient vendre à des bailleurs sociaux, il fallait relever la qualité des biens proposés, parce que nous gérons ces biens, non pas 5 ans, 10 ans, mais 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je peux vous garantir que lorsque nous achetons, notamment à Nexity, nous achetons des biens de qualité et qui sont proches, voire similaires à ce que nous faisons nous-mêmes en direct, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, le marché a évolué et les différents acteurs ont évolué pour justement proposer des logements de qualité. Vous avez raison de le dire. Pour conclure votre intervention, je voudrais vous interpeller, vous, les politiques, les élus locaux. Concrètement, pour vous, le logement social, cette partie-là qui est nécessaire, vous êtes d'accord, à l'équilibre de la population, c'est évidemment les élus locaux qui doivent porter ce projet. Oui, bien sûr, mais toujours. Je pense qu'il y a des tentations, vous savez, actuellement, parfois, de non, les enjeux sont tels que c'est normal que ce soit des élus locaux qui portent ces sujets-là. Je vais pas réaborder le sujet de la RLS, mais qui est quand même assez douloureux pour les bailleurs sociaux, mais on peut aussi parler des ponctions sur les fonds d'action logement, voilà, sur des sujets sur lesquels faut-il avoir une action politique déterminée pour laisser les moyens au logement social de perdurer dans son mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais bien sûr que c'est un enjeu majeur. Et c'est toujours un élu de la ville du Havre, de la majorité municipale, qui a présidé Alcéane, en tout cas depuis que moi je suis impliqué dans la politique havraise. Et c'est bien que ce soit comme ça. Les enjeux sont considérables, sont des enjeux sociaux de, vous voyez, énormément de familles havraises. Ici, on a un parc très ancien, historique, 30 à 33% du logement sur la ville du Havre. Dans certains quartiers, on doit être au-dessus de 50% de logements sociaux. Et les enjeux passés et présents sont très importants. Les enjeux à venir le sont peut-être encore plus avec l'entretien du parc, la rénovation du parc, la rénovation énergétique du parc. Ici, on a à la fois un enjeu à rénover de manière énergétique le parc d'Alcéane, mais aussi à alimenter les logements par de l'énergie pas chère. Je le dis, permettez-moi de présenter ça pendant 30 secondes. Non, mais c'est hyper important. Ouais, on a commencé en disant qu'on était une ville industrielle. On va, d'ici peut-être 3 ans, alimenter avec de la chaleur de récupération de la zone industrielle 1 logement sur 3 au Havre. Énorme. Énorme. C'est probablement, ce pourcentage est probablement unique en France, rare probablement dans le monde. 1/3 des logements havrais va être alimenté par de la chaleur de récupération prise sur la zone industrielle. Quand ce sera opérant? Mais alors, on en a déjà.
Simplement, c'est plutôt aujourd'hui de l'alimentation gaz et on est en train de connecter une centrale thermique en construction. Total, la plus grande raffinerie de France. On va récupérer la chaleur que Total envoie dans l'air aujourd'hui pour alimenter 12 000 logements supplémentaires. À terme, c'est un logement sur 3. Et quand je dis un logement sur 3, évidemment, on ne va pas raccorder les pavillons. On va raccorder des collectifs. Et parmi les collectifs raccordés, il y a évidemment beaucoup d'immeubles appartenant aux entreprises de logement social. 60% des logements sociaux seront raccordés à ce réseau de chaleur. Et c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, les charges locatives, qui étaient hier accessoires, deviennent essentielles. Et c'est pour cela que la notion d'habitation à loyer modéré, je préfère habitation bon marché parce que ça couvre l'ensemble, à la fois le loyer et les charges locatives. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est pas seulement de l'énergie verte de récupération, c'est de l'énergie pas chère. Et c'est un mouvement continu, c'est pas un courant alternatif. Bon, un peu du haut. Merci Jean-Pierre Niaud. Merci à vous. Voilà, applaudissements pour Jean-Pierre Niaud, directeur général d'Alcéan. Et nous allons conclure la dernière séquence très importante. Restez avec nous, bien évidemment, pour parler de ce sujet bien mieux, c'est-à-dire parler de rénovation énergétique avec nos amis d'Elio. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. Voilà, de retour ici au Havre et on est toujours bien mieux, mais bien mieux c'est la séquence qui nous occupe, bien évidemment. Un grand remerciement à Jean-Baptiste Gastine qui nous accueille ici au Musée d'Art Moderne. Un art magnifique, je le rappelle tout à l'heure, il faut vraiment venir. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint à la ville du Havre et merci beaucoup de nous recevoir et merci également à l'ensemble de vos équipes. Olivier, nous recevons sur le plateau Claire Gagnère, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale du groupe Elio, spécialiste de la rénovation énergétique. Inutile de dire que c'est dans l'air du temps. Oui, c'est dans l'air du temps, Claire. Bon, on est très heureux de vous retrouver après Nice. Effectivement, donc spécialiste multisecteur de l'efficacité énergétique. Bon, quand même quelques petits mots sur Elio. Qui on est ? Oui. Alors Elio, on est un groupe indépendant, pionnier sur le marché des économies d'énergie depuis 2008. Et on propose des solutions, des programmes à tous les secteurs, donc industriel, secteur tertiaire, public, privé, des solutions pour économiser l'énergie, pour maîtriser sa facture énergétique, consommer mieux. Et à chaque fois, donc, on a la chance, et vous allez nous apporter des conseils pratiques et des exemples, notamment au Havre. Pourquoi faut-il mener des travaux de rénovation énergétique ? Comment économiser ? Mais tout d'abord, vous avez réalisé, alors là c'est au niveau national, une enquête auprès des copropriétaires sur le sujet justement de la rénovation énergétique en habitat collectif. Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Ah oui, alors on va vous annoncer aujourd'hui en première, en tout premier, une première communication sur ce sondage que l'on a réalisé auprès de plus de 370 personnes, qui ont répondu à notre enquête, et on leur a posé 2 questions. Donc c'était des copropriétaires occupants. On leur a posé 2 questions. La première, c'était le poids de l'énergie en fait sur les charges, et la deuxième sur l'implication du syndic sur les projets de rénovation énergétique. Alors le premier constat, c'est effectivement que sur ces personnes que l'on a interrogées, le poids de l'énergie, c'est plus de 30% en fait. Pour 50% d'entre eux, c'est 30% sur leur charge. Et sur la question, est-ce que votre syndic vous parle de projets de rénovation énergétique ? Ça n'a pas vraiment beaucoup évolué entre 2021 et 2022, puisque 82% des personnes interrogées nous disent que leur syndic n'ont jamais évoqué de sujet de rénovation énergétique. Ah oui, c'est énorme, 82%. Oui, tout à fait. La rénovation énergétique, c'est un secteur assez complexe, technique, et on a besoin d'accompagner les syndics, et c'est un peu notre rôle aussi. Nous, aujourd'hui, on accompagne, on assiste même aux assemblées pour parler des sujets de rénovation énergétique à la fin des chantiers. Les solutions d'accompagnement qui vont tout à fait, exactement. Alors, on pose toujours la même question, effectivement, avec Olivier. Est-ce que le Havre est un bon élève ? Très intéressant. Alors, on a fait... Combien il y a de logements au Havre voilà. On a une petite cartographie qu'on affichera, je pense, après sur le site. Mais effectivement, donc, le parc de logements du Havre aujourd'hui, c'est un peu plus de 93 000 logements. Je vous apprends rien, avec une partie très importante de occupants locataires, plus de 60% en fait sont des occupants locataires, 73% d'appartements et 26% de maisons individuelles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
plus intéressant, c'est la performance énergétique de ce parc au Havre. C'est pas très bon, a priori. C'est pas très bon. C'est pas très bon, puisque plus de 50% des logements sont assimilés passoires énergétiques, avec effectivement des classes entre G, E, F, G. Voilà, exactement. Oui. Donc, il y a effectivement un effort important à faire. Vous êtes d'accord sur ces chiffres-là? Oui, on les connaît. On avait fait il y a une dizaine d'années, par des caméras thermiques, on avait mesuré les toits des immeubles du Havre. Il y avait des couleurs qui s'affichaient de plus en plus vers le rouge quand c'était des passoires thermiques. Donc pour vous, c'est pas une surprise. Non, on avait fait ce travail-là déjà très précurseur. C'était il y a une dizaine d'années. Ça avait révélé en effet qu'il y avait beaucoup de logements. Parce qu'avec 50%, vous êtes vraiment très mal isolés. vous êtes vraiment dans le voilà, c'est pas bon du tout. Je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut effectivement trouver des solutions pour rénover ce parc. Grâce à Elio. Grâce à Elio, surtout aux entreprises de travaux locales, bien sûr. Puisque sans les entreprises de travaux, on ne peut pas effectivement faire tous ces chantiers de rénovation énergétique. Donc l'objectif effectivement, c'est de faire ces rénovations pour changer de classe, puisque on l'a répété depuis le début de cette émission qu'il va il y a déjà des mesures assez drastiques sur la location des passoires énergétiques, donc et bientôt la vente de ces. Ça a commencé en janvier 2023. Janvier avec les G+, et donc Exactement. 2025 avec les G, c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, quand on a vu notamment Édouard? Surtout quand vous voyez que les locataires, quand même, occupent des véritables passoires et que le budget d'énergie n'est pas neutre. Oui, il pourrait y avoir dans les prochaines années, si vous ajoutez à ça le zéro artificialisation nette, la difficulté d'avoir des droits à construire. C'est clair. Il pourrait y avoir vraiment une tension de plus en plus vive sur le logement dans les villes, dans les grandes villes, bien sûr. Vous seriez pour revoir le calendrier, en fait? Bon, pour l'instant, on est dans une phase d'élaboration du zéro artificialisation nette. Mais on s'y prépare. Mais sur la loi climat et résilience qui a fixé le cap jusqu'en 2034. Est-ce que vous partagez l'idée d'avoir une pression par le nombre d'années qui est quand même assez faible? Vous savez, ça représente 4 800 000 logements en étiquette F et G, c'est juste considérable. Oui, c'est considérable. Non, je ne sais pas s'il faut revoir le calendrier. Ce qu'il faut, c'est peut-être simplifier, clarifier comment on peut rénover son logement, parce que je crois que les gens ont besoin d'être accompagnés. C'est pas si facile. Tout à fait. Parce qu'on parle d'accompagnement énergétique, mais aussi tout un accompagnement social. Oui, l'accompagnement social, le conseil, l'accompagnement financier. Oui. Ici, on part de très très loin, vous l'avez dit. Oui. Mais on a lancé, ou réalisé, ou lancé 10 000 chantiers de rénovation énergétique, 10 000 équivalents logements. Oui, parce que 10 000 chantiers, c'est 10 000 logements qui ont été déjà rénovés ou qui sont en train d'être rénovés avec l'accompagnement de la communauté urbaine, parce que c'est à l'échelle de l'agglomération que ça se passe. Parce qu'entre l'économie et l'écologie, il n'est pas évident de trouver le juste équilibre. Et on sait qu'il y a des familles qui peinent déjà à rembourser leur crédit de travaux. De se lancer quand on sait qu'on passe de classe FG pour passer à D, que ça coûte entre 40 000 et 60 000 euros, voire plus, c'est quand même un sacré budget. Et dans le rapport de la Fondation Abbé Pierre, on a bien pointé que le premier poste, mais ça vous le savez déjà, de décrochage avant de ne plus payer son loyer, c'est l'énergie. Oui, et donc l'énergie devient la symbolique finalement du décrochage. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut, comme vous le disiez très bien, il faut les accompagner. En fait, il faut expliquer quel type de travaux peut être effectivement performant. Donc, on parle de plus en plus aussi de rénovation globale. On s'aperçoit que faire des petites rénovations par geste, on n'arrive pas effectivement à atteindre un bon score au niveau économie d'énergie. Donc, se lancer dans la rénovation globale, c'est coûteux. Mais il y a également beaucoup d'aides aujourd'hui. Donc, le rôle des équipes, par exemple des équipes d'Elio, c'est effectivement d'accompagner les ménages dans la compréhension des différents mécanismes, d'accompagner les artisans à faire les bons travaux, et d'être vraiment le partenaire de confiance pour se lancer dans la rénovation énergétique et la rénovation globale. Alors justement, un premier cas concret au Havre. Le premier cas concret, on va prendre le cas d'une copropriété au Havre, bien sûr. Réel, je précise. Totem. Voilà, on est allé sur place. On a fait une enquête. Avec effectivement, on est sur une copropriété des années plutôt 80, avec 28 logements. Et donc, on est dans une classe énergétique D, et notre objectif, c'est de la faire passer en classe énergétique C, avec un gain énergétique de 36%. On va faire bien sûr de l'isolation, l'isolation des murs par l'extérieur. On va poser également des systèmes de VMC. Alors, le montant global des travaux s'élève à peu près 500 000 euros.
Mais la bonne nouvelle, c'est que si on arrive à accumuler toutes les aides, et donc effectivement en mettant les différentes aides possibles pour ce type de chantier, on arrive à réduire la facture de plus de 200 000 euros. Ah, quand même. Et donc on arrive à un montant environ de 370 000 euros. C'est un exemple parmi d'autres de copropriétés sur lesquelles on peut faire. Est-ce que vous bonifiez Absolument, c'est la communauté urbaine, c'est le niveau de l'agglomération. Oui. Mais quand je parle de 10 000, c'est 10 000 logements dont la rénovation énergétique a été soutenue financièrement. Financièrement par la région. Par la communauté urbaine. Par la communauté d'agglomération. Ouais. Autre cas concret, là, pour les particuliers. Alors oui, pour les particuliers, parce qu'on parlait effectivement du résidentiel tout à l'heure. Ou même chose, là, il faut effectivement convaincre le ménage de se lancer dans une rénovation globale. Donc, on va également essayer de faire changer de classe donc une habitation de 80 mètres carrés, un ménage qui vit avec des enfants. Et donc, on va faire une rénovation globale. Donc, ça va être de l'isolation, ça va être du changement effectivement de système de chauffage. Et tous les travaux ont un montant approximatif de 40 000 euros. Et si on cumule à nouveau toutes les aides, on arrive à baisser la facture d'à peu près 15 000 euros. Donc on arrive aux alentours de 25 000 euros de reste à charge pour ce ménage. Alors la ville du Havre s'est engagée dans le projet Axe Seine, c'est ça ? Oui, tout à fait. Axe Seine qui vise à fluidifier. Alors, j'adore mon job, on apprend des trucs. Des mots. C'est extraordinaire. Qui vise à fluidifier par voie fluviale entre Paris et Le Havre, en passant par Rouen. Le projet prévente des forts enjeux économiques, on peut comprendre pourquoi. Il est également important d'inclure dans ce projet d'envergure la transition énergétique. Alors là, c'est clair, c'est presque un projet, encore une fois, totémique. C'est quoi les solutions que vous pourriez apporter justement pour optimiser cette performance énergétique en utilisant justement ce transport fluvial? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement vertueux dans cet axe Seine. Effectivement, de plus en plus, on parlait de mobilité, on parlait de transport. Les transports, c'est un vrai sujet. Et de pouvoir transférer tout ce qui est transport terrestre via le fluvial, et le Havre s'y porte tout à fait. Il y a aujourd'hui des mécanismes, notamment liés au certificat d'économie d'énergie, qui permettent de financer ce type de mécanisme et donc d'utiliser la partie fluviale pour faire du transport, notamment de fret. Et donc, la décarbonation, c'est aujourd'hui un des sujets majeurs autour du transport. Et chez Elio, effectivement, on a des équipes dédiées pour traiter tous ces sujets autour de la décarbonation et du transport. Qui est d'ailleurs l'objectif de la ville du Havre. Vous défendez le plan à l'horizon 2050, zéro carbone. Oui, bien sûr. Vous allez l'atteindre ? Alors ça va pas être facile avec la zone industrielle que l'on a. Non, mais voilà, c'est pas une question piège, mais bon. Mais d'une certaine façon, on n'a pas le choix. Oui, bien sûr. On sait que si les grands industriels émetteurs de CO2 veulent rester ici, il faut qu'ils réduisent leurs émissions de CO2 et qu'ils aillent vers des processus de décarbonation. Et on a aussi intérêt à décarboner en effet les transports et donc à utiliser beaucoup plus le rail et le fleuve qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est des enjeux majeurs pour le Havre et pour la vallée de la Seine en général. Oui, vous dites que c'est le sens de l'histoire en fait. Ah oui, mais c'est engagé. C'est-à-dire que cette transition-là... Elle est irréversible. Elle est obligatoire et elle est déjà engagée. J'espère qu'on ira assez vite. C'est très clair. Mais c'est engagé. Un triomphe d'applaudissements pour Claire Gagnère, secrétaire générale d'Elio. Restez avec nous. Voilà, il est temps de nous quitter et j'aimerais vous dire, Jean-Baptiste Gastine, adjoint au maire du Havre, tout le remerciement des équipes de Radio Imo, du Figaro Immobilier, de l'accueil que vous nous avez réservé, du temps que vous prenez pour participer à cette émission dont on espère qu'elle aura éclairé, rendu plus attractif la ville. Et j'aimerais citer finalement, vous savez, les maximes de Diderot, l'encyclopédiste. Il y a une maxime que j'aime beaucoup, je la dis de temps en temps quand je suis en forme. Il existe deux sortes d'hommes, on pourrait dire même deux sortes d'élus. Il y a ceux qui ne voient dans le monde que ce qui est, et ceux qui voient dans le monde uniquement l'immensité des possibles. C'est peut-être ce qui rend les premiers pusillanimes et les seconds téméraires. Je pense que définitivement, vous êtes, et la ville du Havre, est téméraire. Merci Jean-Baptiste Gastine de nous avoir accueillis. Il est temps de nous quitter. Olivier, nous allons nous retrouver le mois prochain. On va se retrouver peut-être une conclusion, monsieur Gastine, quand même. Non, vous m'avez remercié, mais c'est moi qui vous remercie de vous être intéressé au Havre, de vous être déplacé au Havre, d'avoir découvert ou redécouvert le Havre après une très très longue absence. Oui, écoutez, vous êtes les bienvenus, vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup. Et les prochains rendez-vous, les prochains rendez-vous des Clés de la Ville, nous serons à Tours le 23 mars prochain. Dans une ville écolo. Voilà, ensuite nous irons à Lorient, ce sera en avril, et puis on sera à Nîmes au mois de mai, puis je sais qu'on sera à Annemasse, notamment l'été prochain. Voilà pour les prochains rendez-vous. Et bien sûr, publié dans le Figaro Immobilier, sur les plateformes de Radio Imo, le podcast qui va bien, vous le téléchargez, on est présent aussi sur toutes les plateformes d'écoute, Google Play, Apple Podcast, Deezer, Spotify, bref, il y a du Havre partout. On va inonder la France du Havre. Il y a peut-être une symbolique autour. Allez savoir, on va développer l'horizon des possibles. Merci en tout cas d'être avec nous pour ces programmes-là. Merci à Lorenzo Il Magnifico, notre super réalisateur. Alexandre Burkhardt, le réalisateur caméraman. Merci à Grégoire Darico, qui est le producteur qui a fait ces émissions. Merci également à nos partenaires qui nous permettent, grâce à vous aussi, d'aller de ville en ville et de dire que la France a un incroyable talent. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous et au mois prochain. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.